Parlons alors de la structure du marché, que ICT appelle Market Structure. La structure du marché représente la façon dont les prix se déplacent à travers le temps. Et lorsque les marchés se déplacent, soit il va évoluer en tendance haussière en format des sommets qui sont de plus en plus hauts, qu'on appelle des higher high, ou soit des sommets de plus en plus bas lorsqu'on est dans une tendance baissière. Lorsqu'on est dans une tendance haussière, on va donc avoir des sommets et des crêts qui sont de plus en plus hauts. Et à ce moment-là, on va donc parler des higher high et des higher low. Et lorsqu'on est dans une tendance baissière, on va avoir des sommets qui sont de plus en plus bas et des crêts qui sont de plus en plus bas. Et à ce moment-là, on va parler des lower high et des lower low. Voyons cela avec une petite illustration pour comprendre le fonctionnement derrière la structure du marché. Là, on est dans une tendance baissière, comme vous pouvez le voir clairement, mais le plus important, c'est de pouvoir identifier avec efficacité cette tendance. Et ICT nous permet de le faire. Bien que par après, on va comprendre que lui aussi, il a eu à faire appel à des concepts qui existaient déjà, ce qui n'est pas mauvais en soi. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, on a des sommets, un sommet, un sommet, un sommet, un sommet. Et si on regarde bien, ce sommet qui est là, il est plus bas que les précédents sommets. Pareil pour ce sommet, lui aussi, il est plus bas que les précédents sommets, et ainsi de suite. Dans ces marchés, on a donc des sommets qui sont de plus en plus bas. C'est ce qu'on va appeler des low high. Donc ici, on avait un high pour commencer. Et après, on a un autre high. Et là, à ce niveau, on avait un lower high. Donc, dans cette tendance, on va comprendre qu'on était en train de descendre. Et le fait que nous descendions, nous avons donc des sommets qui sont de plus en plus bas. C'est ce qu'on appelle en anglais des lower high. Et en bas, si nous regardons bien, nous avons des crêts ou des bas qui sont de plus en plus bas. Nous allons appeler ça des lower low. On peut symboliser avec lower high comme ça pour des sommets et on va symboliser aussi avec lower low. Donc là-bas, on est bien d'accord qu'ici, on avait ces bas qui est ici, qui est en low. Et après, on avait un lower low. Donc concrètement, cette tendance baissière était représentée par des sommets et des crêts qui sont de plus en plus bas. Et vous savez déjà comment on identifie les sommets ou bien les swing points. C'est tout simplement en regardant s'il y a une bougie à droite et une bougie à gauche. Et la bougie du milieu a les sommets les plus hauts que la bougie de gauche et la bougie de droite. Ou bien si c'est en bas, donc vous regardez si la bougie du milieu a les bas les plus bas que la bougie de gauche et la bougie de droite. C'est la même chose pour une tendance haussière. Dans celle-ci, par contre, nous allons remarquer que nous avons des sommets qui sont de plus en plus hauts. Par exemple, ce sommet ici, comparé à ce sommet qui est là, on voit bien que le prochain sommet qui s'est formé, il est plus haut que le précédent, donc la tendance, elle est haussière. Donc, on avait un high ici, un low ici, et on voit bien que le prochain sommet qui s'est créé, il est plus haut que les précédents sommets. Donc, c'est un higher high là-bas. Par contre, si on regardait bien ces sommets, il n'était pas plus haut que les sommets qui a été créé précédemment. C'est ce que nous allons appeler l'effet le swing et nous allons aborder ça tout de suite. Alors, dans une tendance, il peut y avoir des irrégularités et c'est ce que ICT va appeler les fail swing. Et parfois aussi, lorsqu'on n'a pas eu de fail swing, ça veut dire qu'on a eu des non-fail swing. À ce moment-là, donc, on a eu une tendance qui a évolué comme d'habitude. Alors, c'est quoi un fail swing et c'est quoi un non-fail swing? Pour commencer, un fail swing, c'est lorsqu'on a un sommet ou bien un crêt qui s'est produit et qui n'arrive pas à continuer la tendance. Donc, on n'arrive pas à casser les sommets ou bien les crêts qui s'étaient précédemment créés.
À ce moment-là, on a ce qu'on appelle les failure swings. Un exemple avec les failure swings pour les deux types de tendances que nous pouvons avoir sur les marches. Dans cette tendance haussière, on remarque que à ce niveau ici, on avait des sommets qui étaient réguliers, des swings qui étaient réguliers. On a un swing high ici, un swing low ici. Les marchés qui décident d'évoluer à la hausse en nous créant les prochains swing high qui est plus haut que les swing high précédents et les swing low qui s'est créé à nouveau, il est plus haut que les swing low précédents. Donc la tendance haussière est bien respectée. À ce niveau ici, par contre, ce que nous allons remarquer, c'est que ces sommets qui viennent de se créer ici, ils n'arrivent pas à casser les précédents swing high. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les failure swings. De la même façon, dans cette tendance baissière, vous trouverez les swings low qui n'a pas réussi à casser les précédents swing low. On remarque qu'on l'avait ici. Et donc, c'est un swing low du type failure swing parce qu'il n'a pas pu respecter la logique. Car lorsqu'on est dans une tendance quelconque, les sommets ou les crêts qui va se créer est censé break les précédents sommets. Par exemple, ici, dans une tendance baissière, pour qu'on considère que c'est un swing low solide, il faudrait qu'à chaque fois, il puisse venir break les précédents swing low. Mais en regardant ici, on remarque que les swing low qui s'étaient créés à ce niveau là-bas, il avait échoué de venir faire le break des niveaux qui est là. C'est ce qu'on a donc appelé dans l'idéologie ICT failure swing. Alors, vous l'aurez compris, un non-failure swing, c'est tout simplement ce swing high ou bien swing low qui a réussi, par contre, à maintenir la cassure du swing clé qui était précédent. Et pour illustrer cela, on va revenir à notre petit dessin. On va voir qu'à ce niveau ici, on a effectué un break de ce swing low qui est là. Donc ici, on avait un non-failure swing, un swing low qui a respecté la logique. À ce niveau ici, on a un autre non-failure swing. Là, on avait un failure swing, comme on a compris. Et ici, on avait donc aussi un non-failure swing. De la même manière, dans cette tendance haussière, on avait ces niveaux qui est là et ces niveaux qui est là qui étaient des non-failure swing parce qu'ils étaient venus faire les breaks des précédents swing points qui étaient laissés sur les marchés sans aucun problème. Ici, on avait donc ces failure swing qui étaient là. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces concepts ici n'ont pas été créés par ICT. C'est la raison même pour laquelle, au début de la vidéo, j'ai dit que ICT n'a pas inventé les marchés. En réalité, les concepts de buy-side liquidity et les concepts de sell-side liquidity ont été développés vers le XXe siècle par Richard Wyckoff, qui est un des grands titans de l'analyse technique. Et le buy-side liquidity représente tout simplement ce que Wyckoff va appeler les bull trap. Et le sell-side liquidity, c'est ce qu'on a appelé les bear trap vers les années 1990. Les failure swing et les non-failure swing, par contre, ce sont les niveaux de secondary tests, IT, ITADS, STB ou bien les springs dans la Wyckoff schématique. J'ai fait une vidéo ultra complète sur ma chaîne ici. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez en apprendre plus sur la Wyckoff table. Les concepts des bull trap et des bear trap existaient donc bien avant ICT, comme vous venez de les comprendre, et leur origine remonte aux travaux de Richard Wyckoff au début du XXe siècle, à travers les notions de spring, thrusts, ITADS et autres. ICT n'a vraiment rien inventé de tout ça. Par contre, il a structuré et il les a renommés et il les a donné une vraie organisation afin que nous puissions comprendre comment tous ces concepts-là se chevauchent. Le mal dans tout ça, c'est qu'ICT s'est approprié les concepts, ce qui n'est pas du tout bien, mais on doit avouer qu'il nous avait vraiment facilité à comprendre parce que lui, il a réussi à organiser tout ça, les structurer et surtout les mettre ensemble pour que nous puissions les utiliser étape par étape.
Nous ne pourrons pas parler de la structure du marché sans pour autant parler du Market Structure Shift. Le Market Structure Shift, c'est un concept ICT et il représente simplement la première cassure valide de la structure contre la tendance qui était en cours. Par exemple, on était en train de monter et du moment que les marchés cassent la structure à la baisse, pour la première fois, là on parlera du Market Structure Shift. Il est important de signaler que le Market Structure Shift ne peut exister que s'il y a d'abord eu Liquidity Grab. Donc, dans un marché aussi, on va avoir le Market Structure Shift qui se produit quand les prix cassent les derniers high. Et dans un marché baissier, le Market Structure Shift se produira lorsque les prix cassent les derniers lower high. Voyons le fonctionnement du Market Structure Shift dans cette tendance à la base qui était baissière. Là, on avait des sommets et des crêtes de plus en plus bas. Donc, on avait des lower high et des lower low. À un moment donné, on va estimer qu'il y a Market Structure Shift, ou bien casseur de la structure, à partir du moment où cette tendance n'est plus respectée. Comme par exemple ici, où on était venu casser la structure. Mais il est important de signaler que le Market Structure Shift se produit et est valide lorsque c'est swing point qui a conduit à la cassure du Market Structure Shift a pris une liquidité. Par exemple, c'est sell side liquidity, très important. Ici, par contre, comme vous pouvez le voir, on avait une cassure de la structure, puisqu'à la base, on vient d'une tendance haussière. Et à ce niveau ici, au lieu de continuer à la hausse, on a ce niveau qui est venu casser la structure. Mais attention, cette cassure de la structure n'est pas vraiment solide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu liquidity grab. Il n'y a pas eu prise de la liquidité au niveau du buy side liquidity. Donc, on doit vraiment faire attention avant de conclure qu'il y a market structure shift, de s'assurer que le niveau là qui est venu break la structure, c'est swing high ici, on s'assure qu'il a pris un niveau de liquidité. Ça veut dire un buy side liquidity ou bien un sell side liquidity. Pour revenir à cette tendance baissière qui était en place, conclusion, à partir de la cassure de ce niveau qui est là, on a un marché qui est passé d'une tendance baissière à une tendance haussière. Et comme vous pouvez le voir, on avait un sell side liquidity ici qui s'est fait grabbed, qui s'est fait prendre. Et à ce niveau, on avait donc un order block avec la formation de ce nouveau swing low et qui a conduit à la cassure de la structure ici. Ça fait que cet order block devient valide et la tendance qui se met en place devient elle aussi valide parce qu'on a cassé un swing important. À partir donc de ce niveau ici, on a mis en place une tendance qui est devenue cette fois haussière. Et on va observer son évolution ainsi que sa potentielle fin. Donc ici, on a eu un sommet et un creux. Et on constate que les sommets et les creux sont de plus en plus hauts. Donc, on a des high et on a aussi des high low, ce qui est caractéristique d'une tendance haussière. Et ce que nous pouvons observer par la suite, c'est qu'à partir de ce niveau ici, on a le marché qui est venu prendre ce niveau qui est là, qui est un buy-side liquidity, et qui a conduit par la suite à la cassure de la structure qui était en place. Puisqu'on est d'accord que c'est l'eau ici représentait un niveau de structure important parce qu'il a aussi conduit à la cassure de la structure ici. Et on pouvait espérer pour que la tendance haussière reste en place, que les marchés continuent à la hausse sans pour autant venir casser ce niveau qui est là. Donc à ce niveau ici, on avait ce qu'on va appeler les market structure shift. De la même façon, ici aussi on avait donc un market structure shift. ICT insiste sur le fait qu'on ne peut pas avoir un market structure shift s'il n'y a pas eu de liquidity grab. Ce qui va nous pousser donc à parler du concept de liquidity grab, bien qu'on a évoqué les basiques ou bien les fondements de ces conceptions-là. Revenons un tout petit peu à la logique de la notion de liquidity grab. Et liquidity grab, c'est tout simplement pour dire prise de liquidité. Où est-ce qu'on peut prendre la liquidité?
c'est sur des buy-side liquidity ou bien sur des sell-side liquidity. Et le liquidity grab concept va un peu plus loin parce que il ne va pas s'agir tout simplement de la prise de liquidité sur les sell-side liquidity ou les buy-side liquidity. Il va aussi s'agir de piéger les traders qui vont trader les caissiers. Par exemple, les traders qui ont mis des buy stop sur un swing high et qui espèrent que si jamais on casse les swing high, c'est que le marché va partir à la hausse et ils estiment qu'à partir de là, donc, ils devraient entrer en position et donc, ils placeront leur position en attente afin que les marchés viennent les déclencher et qu'ils continuent à la hausse. Mais ce qui va se passer, c'est que du moment que le marché ou les prix a effectué la prise de liquidité sur un swing point, il va alors inverser dans le sens contraire et donc toutes ces personnes qui avaient mis leur stop loss là-bas. Les stop loss ont été touchés, ainsi que celles-là qui avaient mis des positions en attente. Les positions en attente ont été activées, mais le marché ne va jamais partir dans leur sens, ce qui devient une double manipulation. Important, comme on l'a vu, les MSS n'est valide que si on a un liquidity grab qui a commencé et qui va conduire par la suite maintenant à la rupture de la structure qui était en place. Et les MSS par la suite maintenant confirment le changement de la tendance. Et revenons encore à notre petite illustration pour comprendre cela. Si nous faisons un petit retour sur ce graphique où on avait un marché qui évolue en tendance haussière, là, il est important de signaler donc qu'on va espérer avoir un vrai market structure shift à partir du moment où les prix se décident de venir prendre la liquidité qui est sur ces buy-side liquidity qui est là. Parce que ça, là, c'est un fail swing. Et les fail swing renforcent la liquidité. Et nous allons pouvoir développer ça beaucoup plus en profondeur avec la notion de Wyckoff schématique parce que c'est lui qui avait développé davantage ces concepts. Lui, il appelle ça les tests. Au lieu de tout simplement continuer la tendance et qu'on remarque que les marchés viennent tester les précédents sommets, par exemple celui-ci, Wyckoff va parler du test. Il va espérer qu'il y ait des prises de liquidités et c'est à ce moment-là qu'il va parler maintenant des lap trusts et après, potentiellement, on peut avoir lap trusts after distribution. J'ai fait un cours ultra complet sur la Wyckoff schématique. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne. Donc, après avoir récupéré la liquidité ici, il y a des chances maintenant que les marchés fassent un vrai shift à ce niveau-là. Et à ce niveau, donc, on pouvait parler du MSS. Donc, la suite maintenant, à chaque fois qu'on va casser un niveau important, donc un swing high ou bien un swing low, on va parler des BOS. Mais il est important de retenir que lorsqu'on casse la structure pour la première fois, on parle du market structure shift. Il y a énormément de choses à apprendre sur cette notion des market structure shifts et liquidity grab et nous entrons beaucoup plus en détail dans les programmes d'accompagnement. Je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur nos programmes.